Je suis Pascal Bécache, cofondateur Digital Pharma Lab, et aujourd'hui dans ce Pharma Talk, j'ai la chance de recevoir deux personnes que j'aime beaucoup au fond. Alors elles vont se présenter rapidement. L'une c'est Giuseppe Spinelli qui représente une startup qui s'appelle My Brain Technologies. Et quand je dis une startup, Giuseppe, c'est déjà une startup qui a bien démarré. Donc, et l'autre, c'est Antoine Greux qui se présentera aussi. Donc, on va commencer avec. Donc, Antoine vient de Medtronic. On va commencer avec Giuseppe. Donc, My Brain Technology, c'est une startup. C'est plutôt. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est une startup, Giuseppe? En fait, bonjour à tous. Déjà, c'est une startup avec une forte croissance. Déjà, on est en pleine phase de transition entre la startup, le mode startup et le monde entreprise. On est aujourd'hui déjà une trentaine de collaborateurs. On était une spin-off de l'Institut du cerveau. Du coup, on a été conçu au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, spin-off de l'Institut du cerveau. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs basés à Paris. On a nos locaux dans le 10e. Et on attend déjà des plusieurs étapes qui peut-être grâce auxquelles en fait on peut pas être considéré plus comme une start-up, mais on garde quand même en fait une forte mentalité de start-upper entre guillemets et d'inventeur de nouvelles solutions. Aujourd'hui on développe une plateforme numérique de services, un SaaS qu'on appelle de neuro-IA, neuro-intelligence artificielle, qui croise en fait les connaissances en neurosciences et les récentes avancées en intelligence artificielle pour permettre d'objectiver les états mentaux des patients. Pour les états mentaux, on attend à la fois les états cognitifs, du coup, tout ce qui est attention, par exemple, charge mentale, vigilance, mais aussi les états émotionnels. Du coup, le stress, la dépression, la valence émotionnelle, l'activation. Et voilà, la valeur ajoutée, c'est celle, en fait, d'aller regarder dans le cerveau directement des patients au travers des systèmes de quantification d'objectifs qu'on appelle neuromarqueurs, dont on va parler plus tard. Oui. Donc, aller regarder dans le cerveau des patients, c'est ce que tout le monde a envie de faire. Antoine, bonjour. Toi, tu représentes la société Medtronic. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine, qui est quand même quelqu'un de très connu. Donc, tu t'occupes en particulier de l'innovation chez Medtronic France et d'un accélérateur également, d'un incubateur accélérateur chez Medtronic. Mais tu vas nous expliquer tout ça? Parfait. Donc, bonjour tout le monde et merci Pascal pour l'invitation. Donc, on est ravis d'intervenir sur le sujet de la gestion des émotions qui est pas commun dans un parcours de soins et notamment à l'hôpital. Donc, j'imagine que la discussion sera riche. Alors, Medtronic n'est pas une start-up, mais on rêve en tout cas de développer l'esprit start-up au sein de Medtronic et c'est vraiment l'idée aussi de gagner en agilité et d'innover constamment comme le fait une start-up. Alors, pour celles et ceux qui connaissent peu ou pas forcément Medtronic, donc on est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies médicales. Vous connaissez Medtronic notamment sur l'innovation technologique, le développement de produits toujours plus performants, mini-invasifs et aussi personnalisés. Donc, ça peut être le pacemaker Medtronic, ça peut être le stimulateur cérébral, la pompe à insuline. Et récemment, on vient d'obtenir un marquage chez eux pour un robot chirurgical, donc le robot Hugo, qui rentre notamment sur la thérapie uro et gynécologique. Donc, on est vraiment présent au bloc opératoire ou dans les plateaux techniques. Mais chez Medtronic, on considère que l'acte technique apporte de la valeur ajoutée dans l'amélioration des résultats patients, mais il se passe quelque chose, bien sûr, en amont et en aval de cet acte technique du bloc opératoire. Donc, on est aussi présent sur l'innovation organisationnelle et sur l'innovation économique, puisqu'à un moment, on a beau créer les plus belles technologies qui permettent de mieux traiter les patients, d'améliorer les résultats, il faut aussi imaginer de nouveaux modèles économiques pour garantir leur accessibilité donc, à l'échelle des établissements de santé.
Et donc, me concernant, je suis responsable d'innovation pour Medtronic France depuis maintenant près de 2 ans. Et l'idée de ce poste, c'est de structurer un écosystème avec des partenaires extérieurs comme la startup MyBrain et d'autres startups, puisqu'on a 8-9 startups avec lesquelles on collabore activement au sein de l'accélérateur en vue de co-développer des nouveaux services qui seront couplés à nos dispositifs médicaux pour en augmenter la valeur et puis bien sûr répondre aux besoins des professionnels de santé et des patients, non pas, comme je l'évoquais précédemment, que sur l'acte technique, mais également sur le parcours de soins, puisque l'acte technique s'intègre dans un parcours de soins. Et l'idée, c'est, si ça marche en France, j'ai également la responsabilité de dupliquer ce qui a fonctionné à l'échelle de notre territoire gaulois dans les autres pays européens pour offrir aux autres filiales Medtronic cette opportunité de développer et de commercialiser des nouveaux services et offrir également à nos partenaires, notamment aux startups, la possibilité de s'étendre sur de nouveaux marchés européens. Alors, formidable. Donc, je crois qu'il y a quelques start-upers. Quand je regarde un peu la liste des personnes qui nous suivent aujourd'hui, il y a quelques start-upers. Donc, le message, je pense, est bien passé, Antoine, auprès d'eux. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, avant de parler rapidement, avant de parler des émotions, de l'intelligence artificielle au service des émotions, ce qui est effectivement pas très banal, juste ce que tu viens de dire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, c'est vrai qu'aujourd'hui, petit à petit, l'Europe du dispositif médical, logiciel ou connecté va se faire, puisque l'Allemagne a commencé en mettant en place une législation pour rembourser des dispositifs, évaluer et rembourser des dispositifs médico-logiciels, que la France vient d'annoncer son intention de le faire, en commençant par la conversion du programme étape en programme de droit commun. Il y aura vraisemblablement d'autres choses qui vont être annoncées en Belgique, au Luxembourg, peut-être plus tard en Angleterre, etc. D'où l'intérêt d'avoir des postes comme le tien au niveau européen. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle et les émotions, on pourrait dire que c'est quand même bizarre parce que les émotions, c'est justement pas artificiel. Donc, une petite question à Giuseppe sur comment mixer émotion, celle que tu captes avec l'électroencéphalogramme et comment l'intelligence artificielle peut aider. Alors, il faut être rapide. Et après, je poserai la même question à Antoine. Comment Medtronic, en quoi Medtronic peut être intéressé par ce type de technologie, en quoi ça peut apporter de la valeur médicale aux patients et aux professionnels de santé? Oui, merci Pascal pour la question. En fait, l'explosion de l'intelligence artificielle en santé et surtout l'explosion de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la neuroscience. Nous, on parle toujours de neurosciences et neurosciences cognitives, parce que les neurosciences cognitives, c'est concrètement l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale pour aller explorer les états mentaux humains, que ce soit les émotions dont on parle aujourd'hui, mais aussi la cognition en sens large. Et, on distingue les deux. En fait, les émotions, c'est vraiment les états mentaux. Tout ce qui est stress, par exemple, relaxation, anxiété, ça fait partie du groupe des émotions et des états mentaux, mais aussi le système cognitif, qui est la mémoire, l'attention, la charge mentale. Et c'est des sujets majeurs qui sont devenus aujourd'hui centraux pour révolutionner le paradigme de santé, pour améliorer le suivi des patients, leur prise en charge, surtout la livraison d'une prise en charge des patients plus personnalisée, plus centrée sur le besoin. Aujourd'hui, on a mieux besoin de comprendre le ressenti et ce qu'on appelle le Patient Important Outcome, PRAMS aussi, Patient Reported Outcomes, Patient Reported Measures, pour améliorer les soins des patients. Et pourquoi je parle en fait d'intelligence artificielle et de croissance exponentielle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine en général de la neuroscience, mais plus en général des big data, parce que les deux phénomènes sont corrélés. Aujourd'hui, l'International Data Corporation a estimé que la taille de l'univers numérique en 2005
était à la hauteur de 130 hexabytes, c'est-à-dire 130 millions de gigabytes. En 2025, il est prévu de s'étendre à 175 zettabytes, à savoir 165 milliards de gigabytes. Du coup, il y a une explosion de données. Et dans le domaine de la santé, cette croissance est en particulier corrélée à l'explosion des appareils portables. Du coup, l'explosion des appareils portables en santé, comme par exemple, nous, on utilise chez MyBrain des appareils d'électroencéphalographie miniaturisés portables, des appareils qui mesurent de façon non invasive l'activité cérébrale d'un patient pour pouvoir objectiver de façon précise et scientifique les états mentaux, du coup, les états cognitifs et les états émotionnels. Mais ce n'est pas que ça, en fait. L'autre sujet, c'est l'interopérabilité de ces objets connectés qui a fait exploser concrètement la quantité de données des patients. D'où l'intérêt d'avoir une intelligence du coup artificielle, une intelligence suprême, plus intelligente que l'intelligence humaine, et du coup des outils d'algorithmes concrètement qu'on peut par exemple algorithme de machine learning, algorithme de deep learning pour mieux interpréter cette énorme volumétrie de données. Aujourd'hui, en général, les appareils portables permettent déjà d'augmenter la traçabilité et l'analyse constante des personnes. Du coup, on a la dimension temporale, par exemple. Du coup, ce n'est pas vraiment la quantité de données récoltées par personne, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir un suivi au cours du temps. Du coup, la possibilité d'avoir plusieurs points d'entrée. Et aussi, ça permet d'obtenir des informations du coup personnalisées sur la santé. Du coup, par exemple, récolter les signes vitaux du corps, l'activité physique, le comportement et surtout la qualité de la vie aussi. Aujourd'hui, c'est un sujet intéressant auquel on s'intéresse beaucoup. Généralement, dans la nécessité de l'utiliser, selon les études les plus importantes, la nécessité d'utiliser l'intelligence artificielle en santé est corrélée aussi directement avec le rapport en pourcentage entre la population âgée de plus de 65 ans par rapport à la population en âge de travailler, qui aujourd'hui s'élève en fait à 31%, et elle était prévue s'élever à 50% en 10 ans. Et du la conséquence directe de ça, en fait, c'est la présence de beaucoup de dépenses par patient et la nécessité donc de pouvoir personnaliser les soins pour réduire les coûts. Alors, ça, on comprend bien. Mais Giuseppe, explosion de données, donc possibilité d'avoir des modèles prédictifs grâce à l'intelligence artificielle. Le lien avec les émotions. Alors, avant que tu répondes, Giuseppe, je me tourne un peu vers Antoine. Comment une entreprise comme Medtronic peut être… Je comprends comment elle pourrait être intéressée à l'intelligence artificielle, mais je repose la question, le lien avec les émotions. Alors, effectivement, c'est quelque chose même de nouveau pour nous, hein, la gestion des émotions. On a plutôt tendance à parler d'expérience patient, notamment à l'hôpital. Et je me retrouve dans les termes qui sont utilisés par Giuseppe sur la gestion émotionnelle et la gestion cognitive. Et donc, je prendrai deux exemples sur la gestion des émotions, notamment le stress et l'anxiété. Un patient qui arrive à l'hôpital par nature, il est stressé, il est anxieux puisqu'il découvre un nouvel environnement. Il ne sait pas toujours ce qu'il va se passer après sa consultation chirurgicale, après sa consultation d'anesthésie et encore moins donc, au bloc opératoire. Très souvent, il arrive au bloc opératoire. Les gestes Medtronic en cardiologie interventionnelle, par exemple, ou en rythmologie, sont réalisés dans un environnement d'anesthésie loco-régionale. Ça signifie que le patient est éveillé. On lui fait un geste technique qui va durer 60 voire 90 minutes. Dans la salle, le praticien réalise son geste technique, le patient est allongé, regarde le plafond du bloc opératoire, la situation est relativement anxiogène. Donc, on a souhaité essayer donc, de répondre à cette problématique d'expérience patient et de stress et d'anxiété en péropératoire, c'est-à-dire en bloc opératoire ou dans une salle de cathé. On a travaillé et on travaille, pour l'exemple, avec une start-up
qui s'appelle DeepSen, pour ne pas la citer, qui fait partie de l'accélérateur Medtronic et qui propose un casque de réalité virtuelle pour les patients pour gérer ce phénomène d'anxiété. Et pourquoi ça nous intéresse en tant qu'industriel? Le patient, donc, il est plus calme, il est moins agité sur la table opératoire. Ça vient conforter le praticien dans son geste technique. C'est plus simple, ça réduit les risques péropératoires, on améliore l'expérience patient et également on réduit ou on améliore plutôt la vitesse de réhabilitation aussi post-opératoire, puisque un patient qui est moins agité dans le bloc opératoire, c'est moins de drogue anesthésique, moins de sédation. Donc, le patient, derrière, se rétablit plus rapidement, sort plus rapidement de la salle de réveil. Quand il est en chambre, dans le service hospitalier, il va marcher également plus rapidement et donc on va avoir une sortie accélérée aussi vers le domicile. Un autre exemple sur l'état cognitif, c'est un sujet notamment qu'on traite avec MyBrain Technology. On est vraiment dans une phase pour le moment de recherche et développement, d'exploration. On parle souvent de charge mentale aussi au bloc opératoire pour les praticiens. Vous avez une journée de bloc qui est quand même relativement longue, parfois complexe, avec du stress qui est accumulé au fur et à mesure de la journée. Donc, on essaie dans un premier temps d'objectiver cette charge mentale avant le bloc opératoire ou pendant le bloc opératoire et d'essayer de trouver des capsules par la réalité virtuelle, par l'audio, donc différents canaux de communication cognitif qui permettent d'optimiser donc l'état cognitif du chirurgien, de l'équipe chirurgicale, pour réduire le risque péropératoire qui peut être lié à un défaut, à une inattention, à un stress accumulé au fur et à mesure de la journée, une fatigue également psychologique, physique, qui va impacter la sécurité du geste technique. Donc, on en est encore au balbutiement, mais c'est des sujets qui nous intéressent de plus en plus et qui intéressent les professionnels de santé, les patients et les établissements. D'accord, donc là, on voit vraiment des sujets très précis. D'une part, le patient outcome pour comprendre l'état d'esprit des patients, ça c'est en général. D'autre part, dans les salles d'opération, comme tu viens de le décrire, Antoine, de façon très précise, à la fois pour apaiser les patients et d'autre part pour également aider les professionnels de santé qui, évidemment, peuvent tout à fait ressentir du stress et de l'anxiété face à leurs gestes. Alors, il y a au passage des questions dans la messagerie, ce qui est toujours intéressant. Vous pouvez aussi poser vos questions sur Q&R, donc soit dans la discussion, soit dans Q&R. Alors, une des questions, c'est comment on peut objectiver, j'aime bien cette question, comment on peut objectiver ce qui est subjectif, l'émotion, c'est une expérience subjective, donc comment l'objectiver, Giuseppe? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a l'exigence, comme je disais avant, d'objectiver l'important outcome pour le patient, les émotions, concrètement. Toutes les émotions, tous les états mentaux sont sous-jacentes, on peut dire, à des états d'activation cérébrale qu'on peut objectiver grâce à des mesures d'activité cérébrale. Une des mesures qu'on utilise, nous c'est l'activité cérébrale électrique non invasive, du coup, l'électroencéphalographie. Derrière chaque état mental, il y a ce qu'on appelle un neuromarqueur, du coup, un indicateur objectif de cet état mental, indiqué par une activité électrique, des ondes cérébrales. La chose qu'on fait nous chez MyBrain avec la plateforme neuromarqueur qu'on a et nos outils de mesure, c'est de recoder sur l'écran d'un patient ou d'un chirurgien, d'un professionnel de santé, son activité cérébrale et grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, la transformer dans un KPI, dans un indicateur clé et objectif. Et pourquoi je parle d'objectivité? Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur, c'est l'écart existant entre le déclaratif et l'objectif. La pratique clinique aujourd'hui ne peut plus reposer en fait que sur du déclaratif parce que le déclaratif est fortement biaisé par des différents facteurs très bien connus. Par exemple, je vous fais un exemple très simple. Il
il y a aujourd'hui la possibilité, il existe aujourd'hui la possibilité d'objectiver un état mental à travers des échelles visuelles analogiques ou des échelles des questionnaires. Par exemple, une échelle la plus utilisée, c'est la Likert Scale. La Likert Scale, c'est une méthode de mise à l'échelle bipolaire. Du coup, on mesure l'émotion d'un patient, par exemple, l'émotion positive ou négative d'un patient avec une échelle bipolaire. Du coup, le patient ne peut pas ni être en accord, ni être en désaccord. Mais quelle est la limite, en fait, de ça? La limite, c'est que les patients, les sujets en général, ont la tendance d'éviter les réponses extrêmes. Il faut se positionner toujours au milieu pour être plus socialement plus accepté. C'est la désirabilité sociale. Ou fournir des réponses qui, selon eux, sont évaluées comme indiquant une force ou une manque de faiblesse, du coup, en dysfonctionnement. Ou essayer, par exemple, de présenter leur organisation ou eux-mêmes comme plus favorable, du coup, faire semblant que, c'est le phénomène de le faire semblant que. Aujourd'hui, on peut aller au-delà de ça et on peut utiliser avec les questionnaires des mesures objectives d'activité cérébrale qui servent justement pour cibler les états mentaux. Et ce pouvoir d'objectivation, aujourd'hui, c'est la force. Nous, chez Membrain, par exemple, sur le stress et l'anxiété, en travaillant aussi avec Antoine et avec Medtronic, on a un algorithme qui est capable, par exemple, de prédire les états de stress des patients en utilisant l'électroencéphalographie et le questionnaire. Avec les questionnaires, on a découvert qu'il y a une dispersion majeure, en fait, du phénomène de l'anxiété dans un espace, dans un cadran. Il y a beaucoup de dispersion, beaucoup de variabilité. Si on utilise l'EEG, on a une accuracy du classifieur de l'émotion beaucoup plus élevée. Si on mixe les deux variables, on arrive à une accuracy qui dépasse des fois le 95%. Et ça sert à la fois pour objectiver une personne par rapport à son espace individuel. Du coup, dire, moi, je suis plus ou moins stressé par rapport à moi-même, ou je suis plus ou moins stressé par rapport à une autre population. Du coup, avoir la possibilité de distinguer des sous-populations dans les populations et être capable de faire du profilage, être capable de créer des sous-groupes de patients par rapport, par exemple, à la possibilité d'être répondant ou non répondant à certains traitements ou d'avoir amélioré ou pas la qualité de leur vie. D'où l'importance, en fait, d'avoir aussi l'objectivation de Patient Important Outcome, qui aujourd'hui est beaucoup sous-estimée. Imaginez que, selon une recherche récente, il y a 9 instruments différents utilisés pour évaluer, par exemple, le trouble post-traumatique dans le cadre d'une intervention, d'un passage d'un patient en ICU, du coup, dans une unité de soins intensifs. Il existe aujourd'hui des vrais syndromes qui s'appellent les syndromes post-soins intensifs qu'on retrouve chez le patient. Et aujourd'hui, il existe par exemple 9 instruments différents pour évaluer les troubles de stress post-traumatique. Le Patient Important Outcome, en fait, c'est vraiment un chapeau, c'est un problème, c'est un parapluie, parce que la qualité de la vie peut être mesurée à travers l'état de santé physique. Et là, on a des échelles, l'état de santé sociale, mais aussi l'état de santé mentale. Et là, on rentre dans le psychique et l'émotionnel. Et l'hétérogénéité, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'hétérogénéité de la quantification. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui grâce à la neurotechnologie, c'est de pouvoir aller au-delà, de pouvoir améliorer, en fait, la possibilité de quantifier la santé mentale des patients. Ok, donc il y a beaucoup de questions du coup que tu as soulevées, Giuseppe, dans la conversation. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien. Merci pour toutes votre questions, hein, c'est très intéressant. On les prendra plutôt un peu plus tard ou dans le fil, on va voir. Mais en tout cas, merci, continuez à les mettre. Antoine, donc on comprend bien l'utilisation de MyBrain, par exemple, par Medtronic. Y a-t-il, avez-vous déjà, sans révéler de grands secrets, d'autres idées d'utilisation de ce type de technologie? Complètement, et on échange pour le moment, et l'idée, c'est de pouvoir concrétiser
ces premières discussions en test sur le terrain, ce qu'on s'aperçoit depuis nous, on traite le stress et l'anxiété maintenant depuis près d'une année en collaboration avec DeepSend, on sait que ça fonctionne. On a des feedbacks positifs de la part des patients, de la part des professionnels de santé. Par contre, on n'est pas en capacité de l'objectiver, l'impact donc de la réalité virtuelle, de l'hypnose médicale, de la sédation digitale sur le niveau d'anxiété des patients. Donc, nous, c'est notre enjeu, pouvoir récolter de la donnée qui permette d'objectiver l'impact de cette solution dans l'amélioration de la qualité de vie du patient. Et le deuxième sujet, c'est un sujet de prédiction et de personnalisation. À partir du moment où on est en capacité de mesurer l'état émotionnel du patient grâce à la technologie, par exemple, proposée par MyBrain, on sera en capacité d'avoir une approche plus personnalisée auprès des patients dans la gestion de l'émotion. Et c'est-à-dire pousser le bon contenu, puisqu'aujourd'hui, dans ces solutions, vous avez une bibliothèque de contenu, à la fois vidéo, audio et ou hybride, qui est très standardisé et on n'est pas en capacité de dire ce contenu va avoir un impact plus grand pour ce patient au regard de l'évaluation initiale de son état émotionnel ou de ses caractéristiques propres, pour derrière garantir une optimisation de la diminution de son niveau d'anxiété, encore une fois, pour que le geste chirurgical soit réalisé dans un confort maximum et derrière accélérer ce qu'on appelle la réhabilitation post-opératoire. Donc, deux sujets qui nous intéressent, c'est l'objectivation et le deuxième, c'est rentrer vraiment dans une logique de personnalisation et de prédiction et de co-développement presque spécifique de contenu en fonction d'un état émotionnel, psychique d'un patient pour garantir son efficacité en termes de réduction donc, du niveau de stress et d'anxiété. Alors, Antoine, juste pour aller à ce niveau-là, justement, quasiment au niveau du patient, lui servir les bons programmes, entre guillemets, ça veut dire qu'il faut avoir testé sur une population assez large. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à convaincre suffisamment d'établissements hospitaliers, publics, privés? Est-ce que vous arrivez à convaincre les professionnels de santé d'utiliser ce type de technologie? Est-ce que les patients le reçoivent bien? Enfin, est-ce qu'il y a quelques chiffres que tu pourrais partager peut-être? Alors, effectivement, il y a, on le sent, la réalité virtuelle et la sédation digitale ou l'hypnose médicale se développent dans les établissements de santé. Il y a plusieurs sociétés qui proposent ce type de technologie. On en retrouve dans de nombreux établissements. Pour l'exemple, nous, en une année, on a contractualisé avec entre 30 et 50 établissements. Donc, on sent qu'il y a une certaine dynamique. On le sent à l'étranger. Encore une fois, mon objectif, une fois que ça marche en France, donc la dynamique est ancrée, c'est de poursuivre cette dynamique au niveau international. Et là encore, dès lors qu'on présente la solution auprès des professionnels de santé, tout de suite, ils veulent l'acquérir puisqu'ils y voient un intérêt pour leur pratique, pour leurs patients et leur parcours de soins. Après, pour aller au-delà, donc, là, on rentre vraiment dans une logique de cycle d'innovation. Donc, l'idée, c'est de faire un POC dans un premier temps pour arriver à identifier l'équipe, le centre partenaire qui va vraiment nous permettre de valider sur le plan technique, sur le plan organisationnel et retour utilisateur, donc l'intérêt de cette V2, cette nouvelle version. Et derrière, effectivement, si on sent qu'il y a un intérêt, on rentre dans une logique de commercialisation et d'industrialisation. D'accord, je comprends. Est-ce que, avant de retourner à Giuseppe qui répondra peut-être aussi à ma question, est-ce que aujourd'hui ces dispositifs sont classés comme certifiés dispositifs médicaux au regard de l'Union européenne, du marquage CE d'une part, et d'autre part, je sais qu'il commence à y avoir
en réalité virtuelle ou dans d'autres technologies comme celle de MyBrain, il commence à y avoir des remboursements et des évaluations. Comment se passe justement l'évaluation, le marquage CE, etc. Antoine, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Vous êtes un géant du dispositif, donc vous connaissez ça par cœur, mais ces dispositifs annexes, entre guillemets, qui vont devenir très importants, est-ce que c'est simple? Alors, c'est jamais simple. Alors, c'est vrai que moi, c'est pas un sujet que, on va dire, je maîtrise sur le bout des doigts et j'ai la chance au sein d'un groupe comme Medtronic d'avoir des équipes dédiées sur ces sujets-là. Mais on est sur des innovations technologiques qui sont différentes, effectivement, des innovations de type dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, donc, se pose la question de dispositifs aussi contractuels d'évaluation un peu dérogatoires avec un test a priori avant de le rentrer derrière dans le droit commun pour faciliter son extension à plus grande échelle et la possibilité d'aller chercher possiblement un remboursement, comme tu l'évoquais en prenant l'exemple sur l'Allemagne. Après, moi, ce que je perçois sur le terrain, le marché se structure et on voit des établissements comme l'hôpital Foch, où j'ai échangé ce matin avec le CHU de Brest, qui conçoivent en interne au sein de leurs établissements des centres d'innovation qui ont toutes les compétences pour aller chercher la donnée, pour accompagner jusqu'au marquage CE, pour derrière effectivement simplifier toute cette étape de qualification, de reconnaissance institutionnelle avant d'être en capacité de pouvoir proposer la solution à grande échelle. Donc, le marché se structure. Côté institutionnel, pouvoir public, on se pose des questions aussi sur les bons dispositifs réglementaires pour faciliter donc, le market access et le marquage CE, puisque la vitesse d'obtention du marquage CE est un levier stratégique donc au niveau national pour les startups qui souhaitent ensuite se qualifier au niveau européen. Plus vite on va vers le marquage CE, bien sûr en respectant toutes les étapes de qualité, sécurité du dispositif médical. Plus vite on va être en capacité de disséminer cette innovation au niveau national et par la suite lui ouvrir donc les portes de l'international. Ok, merci Antoine. Giuseppe, un peu la même question, ce type de dispositif a le vent en poupe, mais est-ce qu'il rencontre voilà, du succès et comment on peut arriver à le rendre, à rendre les choses encore plus rapides? Déjà, la démarche, moi aussi, je partage en fait le point de vue d'Antoine, mais j'ai aussi en fait la chance de travailler chez MyBrain, qui a une équipe totalement consacrée à la démarche qualité. On a une équipe qualité qui s'occupe en fait des certifications. Déjà, MyBrain, on est ISO 13445, du coup, concrètement, on est éligible pour déployer sur le marché des dispositifs médicaux. On aura le marquage CE en janvier 2022. On est déjà en pleine démarche. Notre avantage et ou désavantage, ça dépend en fait des points de vue, c'est que nous, on n'est pas que en fait un dispositif, un appareil de captation des signaux vitaux. On n'a pas qu'un EEG. Le EEG, pour nous, c'est l'antenne qui permet d'accéder en fait à l'activité cérébrale. Derrière le EEG, il y a un système de ce qu'on appelle un marketplace de programmes d'acquisition de l'activité cérébrale embarqué sur la plateforme, implémenté sur la plateforme d'analyse et des algos. Du coup, pour nous, en fait, la complexité, entre guillemets, mais c'est aussi le challenge, en fait. C'est en fait l'intérêt de travailler sur ce type de sujet, c'est aussi de se challenger. Du coup, on a trois démarches. La démarche casque appareil médical et la démarche programme de mesure médicale avec des revendications très spécifiques. Et la revendication qu'on a, nous, c'est une revendication en fait de ciblage des états mentaux à travers des programmes spécifiques qui reposent sur des appareils de mesure clinique. On est sur des appareils de classe 2A, nous, de monitoring des états vitaux,
concrètement, plus des logiciels qui apportent des nouvelles informations aux cliniciens. Du coup, par exemple, dans le cadre du diagnostic des maladies, on apporte des nouvelles informations pour l'interprétation simplifiée, ultra simplifiée des signaux cérébraux. C'est jamais facile, mais c'est une étape nécessaire pour accéder en fait au système de remboursement, et on vise d'y aller justement parce qu'il y a une dynamique intéressante, et c'est le bon moment aussi. Comme tu l'as dit, en fait, l'Europe s'est mobilisée et du coup, on participe avec beaucoup d'enthousiasme aussi chez Maïbra. En deux mots, ce que propose MyBrain dans le cas typique de l'accompagnement de Medtronic, par exemple, est-ce que tu peux décrire rapidement à quoi ça ressemble, quoi, physiquement, quoi. D'accord. Alors là, on a les deux exemples qu'a cité Antoine, en fait. C'est l'objectivation, par exemple, d'une thérapie non médicamenteuse pour déstresser, par exemple, les patients en bloc opératoire, par exemple, sur l'anesthésiologie. Du coup, regarder l'état d'anxiété, par exemple, d'un patient après et post-op. On lui met un casque G, comment ça se passe? Là, ça se fait en deux phases. Concrètement, il y a toute la partie d'acquisition de données, ça se fait à travers un casque EEG miniaturisé. Du coup, c'est un casque d'électroencéphalographie qui capte l'activité électrique du cerveau. Et ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est toute la partie algorithmique et intelligence artificielle qui est implémentée sur une plateforme d'analyse automatique des données psychocorporelles, du coup EEG plus questionnaire, et est un outil aujourd'hui déployé en SaaS. Du coup, c'est un outil d'aide à la décision, en fait, qui permet d'accéder à l'information cérébrale et du coup à l'interprétation de l'information cérébrale et du coup des états mentaux de façon ultra simplifiée, pour que aussi un non-expert, un naïf, puisse l'interpréter de façon propre. Du coup, sur l'état de stress, par exemple, on objective la relaxation et l'anxiété. Sur des choses plus complexes, comme par exemple la mesure et la détection de la charge mentale dans un bloc opératoire du futur, la chose dont Antoine parlait, on est vraiment sur de l'algorithmique avancée. Du coup, même schéma, on a des casques sur la tête des chirurgiens pendant une phase un acte chirurgical. Vrai ou simulé, en fait, c'est plutôt simulé. Et l'idée, c'est celle, en fait, d'apporter des outils qui peuvent rendre le bloc opératoire de plus en plus intelligent. Du coup, pour mesurer l'activité cérébrale, la charge mentale, et avoir un système d'alerte qui alerte aussi l'équipe du chirurgien du bon moment pour intervenir ou pas, en fonction de la charge mentale. Mais pas que ça, en fait. De profiler aussi sa performance à travers le temps et de faire des meilleurs choix. Du coup, décider si opérer ou si ne pas opérer, quelles sont les bonnes conditions, du coup mélanger les données et apporter des nouvelles informations qui servent aussi aux patients, parce qu'en question, il y a en fait sa vie et la possibilité d'être performant. D'accord. Absolument. Alors, il y a pas mal de questions dans la conversation. Donc, si vous voulez bien, je vais faire un peu le porte-parole de nos auditeurs. Et d'ailleurs, je vous remercie. J'en profite pour vous dire que vous êtes à peu près 70 aujourd'hui. C'est très sympa. Donc, en plus donc il y a des marqueurs de stress que tu as indiqués. Donc il y a des marqueurs, ce que nous dit Anne Gross, qui est aussi une spécialiste, puisque je crois qu'elle est psychiatre. Anne, vous me confirmez. Et donc il y a des marqueurs de stress et il y a des marqueurs, les marqueurs d'émotions négatives et plus spécifiquement de dépression sont plus difficiles à identifier et collecter. Donc est-ce que c'est quelque chose que, Giuseppe, vous arrivez à collecter ou vous aimeriez collecter? Juste pour répondre à la première question, oui, il y a des données émotionnelles. Aujourd'hui, on travaille sur les émotions, surtout sur la valence émotionnelle. La valence émotionnelle, c'est l'attitude, en fait, de se rapprocher ou éviter des situations de risque, par exemple. Du coup, valence positive, je vais vers quelque chose, balance négative, j'évite des choses. Du coup, on est plutôt sur le dichotomique, mais pas que ça, en fait, parce qu'on est capable aussi de faire interagir plusieurs neuromarqueurs, plusieurs émotions. En fait, par exemple, la valence émotionnelle et l'activation d'un patient pour aller chercher un peu plus de granularité dans les émotions. Par exemple, la dépression,
est un mélange entre l'arousal, l'activation négative, est une valence négative. Du coup, on a un espace qu'on appelle valence arousal qui permet de mieux classifier les émotions. Et oui, la difficulté de travailler avec des syndromes complexes comme la dépression, avec beaucoup de comorbidité, c'est la vraie difficulté aujourd'hui. MyBrain repose soit sur des algorithmes développés en interne, comme par exemple celui sur la valence émotionnelle et l'arousal pour définir les émotions, soit sur les meilleurs neuromarqueurs aujourd'hui présents dans la littérature scientifique qui peuvent apporter du quantitatif pour la classification de ces maladies. La dépression, c'est avec le stress post-traumatique, bien sûr, tous les troubles d'anxiété et les ADHD, du coup les troubles d'attention, sont les cibles vers lesquelles on va dans la neuropsychiatrie. Dans la neurologie, par contre, on est plutôt sur, par exemple, la caractérisation de maladies neurodégénératives, qui est la chose qui se fait le plus souvent dans la littérature déjà scientifique, mais aussi c'est l'application en fait la plus évidente de l'IA, de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, dans le domaine de la santé. La prévention, la caractérisation, le profilage et l'évolution des maladies neurodégénératives à travers le temps. Ok. Antoine, quelques questions auxquelles peut-être tu peux répondre. Il y en a une sur, il y a des patients qui préfèrent rien savoir et d'autres qui préfèrent tout savoir. Et en fait, quelle stratégie d'apaisement, entre guillemets, c'est-à-dire comment on mesure l'état de stress et on va répondre à cet état de stress par une stratégie particulière? Est-ce que ce que tu disais, hein, c'est presque par patient qu'on va répondre alors? Voilà, et exactement. Alors, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, on a aussi développé avec DeepSen un nouveau module qui est une vidéo de préconditionnement qui permet d'informer, d'éduquer le patient sur son parcours de soins. Donc, je pense que vous le savez, le cerveau ne fait pas la différence entre des images vécues et des images perçues. Et donc, en début de parcours de soins, le patient visualise avec ces images réelles, hein, en 360 degrés, son parcours, échange, voit, imaginons le professeur d'un service lui présenter la prise en charge, l'infirmière qui va expliquer donc son traitement en retour de bloc. Le patient peut visualiser l'environnement du bloc opératoire, l'acte technique réalisé. Et ce premier élément permet de réduire l'anxiété qui est liée à un défaut d'information, une méconnaissance du parcours de soins. On peut l'expliciter dans une consultation, ça va vite, il y a beaucoup d'informations, les patients retiennent entre 20 et 30% des informations qui sont délivrées par le professionnel de santé. Donc, ça les aide à visualiser le parcours et ensuite décident si oui ou non ils souhaitent rentrer dans un parcours effectivement réalité virtuelle. Et on pourrait très bien imaginer, pour rentrer dans cette logique de personnalisation à terme, hein, par le partenariat qu'on évoquait avec MyBrain, pouvoir imaginer des parcours plus ou moins intenses en accompagnement. Certains patients très anxieux, ils vont peut-être être suivis par la psychologue du service, ils vont peut-être avoir accès à l'infirmière qui a une spécialisation en hypnose médicale pour de l'hypnose conversationnelle en amont ou pendant le bloc opératoire. Donc, il y a vraiment la possibilité ensuite de panacher. On pourrait très bien imaginer même de l'auto-hypnose réalisée par, vous avez plein de solutions, des assurances qui proposent maintenant à leurs assurés ce type de prestations. Donc, il y a la possibilité vraiment de construire derrière des parcours spécifiques qui accompagnent au mieux les patients dans la gestion de leur stress et anxiété. D'accord. La diffusion, l'adoption en fait de ce système multidimensionnel et holistique, en fait, l'objectif est celui d'avoir une représentation de l'individu de manière réelle, sans distorsion. Du coup.
avec des données hétérogènes qui accumulent aussi de la valeur au fil du temps, avec un suivi longitudinal. Et du coup, la compréhension multidimensionnelle et systémique du phénomène, mais aussi l'aspect longitudinal à travers le temps. C'est aussi les plusieurs points d'entrée, en fait, qui font la différence. Et c'est sur ça, en fait, qu'on a créé cette synergie, sur cette représentation plurielle, digitale, en fait, de l'espace individuel de chaque patient. D'accord. Des questions un peu particulières et même qui peuvent être intéressantes. Est-ce que ça peut s'appliquer à des gens qui, justement, au moment de l'opération, sont dans des troubles profonds? Ça peut être des comas ou des troubles profonds post-traumatiques, etc. Est-ce que ça peut s'appliquer à ces personnes-là? Est-ce que ça peut s'appliquer également à des enfants, voire à des bébés, enfin, qui sont encore plus peut-être sujets au stress au moment de rentrer dans une salle d'op? Je peux effectivement commencer. Giuseppe, tu compléteras. Alors, pour les enfants, la réponse est oui, hein. Oui. En effet, alors après, l'idée, c'est vraiment d'adapter aussi le contenu pour les enfants pour que ça ait le plus d'impact possible et plus que parfois pour les enfants, donc plutôt qu'utiliser des images réelles, on va utiliser des images de synthèse, hein, qui s'apparentent au dessin animé. Et après, sur des patients plus complexes, là, il faut avoir une approche très scientifique et médicale. Et je sais que on a fait des tests sur des chirurgies complexes au niveau de Medtronic et on accompagnait ces tests de 2 dispositifs médicaux qu'on a aussi en interne au sein de Medtronic, qu'on appelle le NOL, qui permet notamment ce qui est un indicateur de mesure de la douleur, qui est un composé de 5 indicateurs sur la fréquence cardiaque, sa variabilité. Il y a 5 indicateurs clés qui permettent de mesurer l'impact de le niveau de douleur qui est utilisé au bloc opératoire. Et on a un autre dispositif médical qui s'appelle le BIS, qui permet de mesurer le niveau d'endormissement du patient. Donc, sur des patients et des chirurgies plus complexes, quand on vient tester la réalité virtuelle, on le fait vraiment dans un environnement le plus sécurisé possible pour garantir une expérience optimale à la fois pour le patient et pour le professionnel de santé. Okay. Donc, oui, c'est possible, mais vraiment dans un cadre sécuritaire et contrôlé sur le plan clinique. D'accord. Anne a posé 2 fois la question, donc bien sûr, je vais la poser. Est-ce qu'on mesure la variabilité cardiaque, donc finalement d'autres constantes physiques, pas seulement les constantes neurologiques, mais peut-être d'autres constantes physiques qui peuvent aller avec? Giuseppe? De l'intelligence artificielle, des algos d'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est en fait repose sur la possibilité d'utiliser plusieurs sources de données. La plateforme, par exemple, chez nous, moi je l'appelle, c'est une plateforme multidimensionnelle parce qu'elle a la capacité d'intégrer plusieurs sources de données. Et du coup, la force vraiment de l'algo est l'utilisation de plusieurs composantes. Nous, on est des spécialistes du cerveau et du comportement humain, mais on a travaillé aussi sur la fréquence cardiaque, aussi la réponse électrodermale aussi, mais aussi sur toute la partie déclarative. Et on a des algorithmes qui démontrent que l'accuracy des algorithmes de détection de certains états mentaux augmente en fonction de la quantité de données. Du coup, si tu as le G, le CG, le déclaratif et aussi le comportemental en sens large, l'algorithme améliore son accuracy. C'est absolument nécessaire aujourd'hui de mixer et d'intégrer plusieurs sources de données, avoir une approche totalement multidimensionnelle et systémique dans la compréhension des émotions en général, mais aussi des états mentaux plus en général. Aussi le système cognitif et le fonctionnement du système cognitif est fortement impacte beaucoup la physiologie périphérique de l'humain. Du coup, les signaux périphériques, c'est quelque chose qui se connaissent très bien aujourd'hui. Et la force aujourd'hui, justement, est celle, en fait,
de le inclure dans un algo systémique multidimensionnel pour augmenter l'accuracy de l'algorithme. D'accord. Bon, alors, comme le temps tourne et qu'on avait promis de s'arrêter un peu avant 11 heures, on va pas tarder à s'arrêter. Il reste quelques questions, mais je pense qu'on a répondu au principal. Il y a un point qui est clair, hein, c'est que détecter les émotions, la douleur, le stress, l'anxiété, les émotions positives ou négatives, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Toute la palette, tu viens de l'indiquer, Giuseppe, toute la palette est là. Hein. On peut récupérer des tas de données de partout, y compris des données déclaratives de patient experience, de patient outcome. Donc, beaucoup de possibilités. Ça reste encore, vous l'avez bien dit, l'objectivation n'est pas encore, ça reste difficile et je ne sais pas si un jour on arrivera à vraiment objectiver toutes les émotions. En tout cas, vous êtes bien parti pour. En ce qui concerne Medtronic, c'est clair et net, votre objectif est très très clair. C'est vraiment d'arriver à ce que l'expérience chirurgicale soit la moins pénible possible finalement, à la fois pour les professionnels et bien sûr pour les patients, et que vous donniez des conditions de confort, si on peut appeler ça comme ça, la meilleure. Hein. Donc, c'est vraiment un très bel objectif. Pour MyBrain, il y a encore vous avez beaucoup de choses visiblement dans les placards. Donc, on attend de voir la suite. En tout cas, vraiment, je vous remercie. J'en profite pour dire à tout le monde, vous remercier d'avoir été là, vous dire qu'il y a tous les 2 mois, on va avoir ce format PharmaTalk. Et donc, restez avec nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn Digital Pharma Lab, sur Twitter également, et vous aurez toutes les informations. En attendant, merci beaucoup, messieurs, merci Antoine, merci Giuseppe. Si vous avez un petit mot pour la fin. Un grand merci à toi. Et puis, effectivement, on est au balbutiement, alors, je ne dirais pas d'un nouveau marché, mais d'innovations qui vont, en tout cas, on l'espère, impacter l'expérience patient. Et on est ravis de collaborer avec MindBrain sur ces sujets. Vous l'avez probablement entendu, on a vraiment des expertises qui sont complémentaires, pas le même langage. Et c'est ce qui est presque envie de dire excitant dans cette phase de brainstorming et de recherche et développement. Formidable. Et merci Antoine, je partage en fait le point de vue d'Antoine sur la nécessité vraiment de créer des synergies aujourd'hui pour viser une médecine plus intégrative, plus personnalisée. Ça, c'est où MyBrain concrètement se place aujourd'hui dans le monde de la santé mentale et dans le monde de l'e-health. Merci infiniment, vous écouterez des heures, mais bon, le temps a tourné, donc mille merci à vous deux et mille merci à tous ceux qui ont participé. Bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.